Bon, ce sujet qui est inspiré de CCINP a été raccourci de quelques questions, mais grosso modo, ça vous donne une bonne idée de ce que peut être un sujet de CCINP. On commence par une partie orga qui était assez importante, parce que c'est quand même avant le nouveau programme et que la part de la chimie organique était un petit peu plus grande que celle que vous risquez d'avoir vous dans un sujet. Mais ça fait un bon entraînement. Il y a bien entendu des questions d'introduction qui sont des questions assez générales sur l'étude du composé, et ici il y avait des questions de stéréochimie avec du vocabulaire qu'il fallait définir. Définir, dextrogir, lévogir, savoir ce que veut dire ce mot-là, avec la phrase correcte d'explication, c'est-à-dire la déviation d'un plan de polarisation dans le sens horaire pour un observateur placé face à la source lumineuse. Ce sont des phrases que vous devez parfaitement maîtriser, savoir rédiger correctement. Bien entendu, un composé ne peut être dextrogir qu'à condition qu'il soit chiral, et donc j'en profite, puisque c'est un début, c'est une introduction, de montrer que je sais définir que c'est un composé chiral, en rappelant qu'il a certes des carbones asymétriques, mais qu'il a surtout ni plan ni centre de symétrie. Ce sont des questions classiques, on vous attend sur ce petit bout de phrase. Dans la question 2, on vous demandait pourquoi on avait choisi les différents réactifs. Essentiellement, on attendait de vous que vous fassiez une référence à la chimie verte, c'est-à-dire que vous disiez que ces substrats étaient biosourcés, donc qu'ils étaient naturellement disponibles et de fait peu chers. On vous demande ensuite de déterminer la configuration absolue des carbones asymétriques. Vous devez appliquer les règles CIP. Mettez bien en évidence que vous avez deux éléments de réponse, le classement selon Z croissant et puis le sens de rotation en ayant masqué derrière le carbone que vous étudiez le plus petit des groupes dans le classement. On trouvait 3 carbones R, on donnait le nom, des questions extrêmement classiques, c'est dommage que tout le monde n'y réussisse pas. Alors ensuite, on est vraiment bien sur l'esprit d'un sujet de chimie organique à CCINP, c'est-à-dire que vous avez une synthèse à analyser, vous avez donc pas mal d'éléments de réponse qui vous permettent de faire le lien, et on va très souvent vous demander des noms de réactions. Vous devez faire attention au vocabulaire, pour certains vous ne le dominez pas, ou alors vous faites des fautes de dénomination. On commençait par une protection de fonction, ça a été un fait, mais c'était pas ça qu'on vous demandait, ça c'est la propriété. Ce qu'on vous demandait c'était le nom. Ici c'était pas une acétalisation complète, mais une hémiacétalisation, parce qu'il reste un groupement OH sur le carbone qui va être engagé dans la fermeture de l'hémiacétal. On avait encore une fois des questions de stéréochimie. Ici, c'était des diastéréoisomères et on vous demandait comment évolue la réaction, puisque la réaction met en évidence des propriétés stéréochimiques. On utilisait la loi de Biot, qu'on doit savoir citer, et puis on faisait le lien sur la mesure de l'angle de déviation en fonction de l'avancement de la réaction. Utiliser la loi de Biot, c'est un petit peu plus particulier, mais ça reste des questions relativement classiques. Je fais défiler la suite avec des réactions que vous deviez reconnaître et nommer. Pour le coup, on est pour moi dans la question de cours. Repérer une acétalisation, on utilise ici de la propanone pour faire de la protection de fonction. Savoir écrire l'équation de bilan en remarquant bien sûr que c'est une condensation, il y a de l'eau qui est faite, et connaître les conditions opératoires précises. Il ne suffit pas de me dire catalyse acide, vous devez bien entendu dire quel acide vous allez utiliser, avec l'utilisation célèbre de l'APTS, pour éviter de rentrer de l'eau, puisqu'on constate bien entendu que si on met de l'eau dans le milieu, eh bien le rendement de la réaction va diminuer. Vous savez aussi que cette question-là appelle classiquement le matériel qui va être utilisé, à savoir le Dean-Stark, de manière à faire une distillation hétéroazéotropique, c'est-à-dire éliminer l'eau sous forme de mélange hétéroazéotrope gazeux entre le solvant qu'on doit utiliser et l'eau. Bien sûr, ce solvant, on sait qu'il doit avoir deux propriétés, être non miscible à l'eau et être moins dense que l'eau. Quand on regardait le tableau, celui qui donnait l'hétéroazéotrope le plus riche en eau, c'était le benzène, d'où le choix de l'utilisation du benzène. On est sur une récitation de cours. Suivait une étude spectro de la molécule, qui pour moi était quand même une question relativement facile, parce qu'on ne vous demandait pas d'analyser 50 signaux, mais d'en déterminer uniquement 2, avec des éléments de réponse qui étaient très évidents, parce que par exemple dans le premier on vous disait qu'on avait une intégration de 6 H équivalents, ça ne peut être que les deux CH3 de bout de chaîne qui sont identiques, donc appartiennent au même signal RMN. Pour l'autre signal RMN, il fallait utiliser les couplages, vous aviez toutes les informations nécessaires, et pour trouver un signal qui était 2 fois dédoublé, il fallait que le proton étudié soit en couplage avec plusieurs H différents, donc il n'y avait qu'une seule solution, c'était celui qui était en position sur la double liaison. Vous aviez aussi le déplacement chimique caractéristique d'un H vinylique, d'un H porté par une double liaison carbone-carbone.
Quand on vous demande quels sont les signaux intéressants, quelles sont les bandes que l'on va trouver dans un spectre infrarouge, vous vous doutez qu'encore une fois, on vous tend une perche pour le vocabulaire et pour la rédaction, les fameux mots magiques, bande, vibration, liaison, et puis après, j'ai utilisé toutes les données qui étaient fournies, je suis donc allée chercher aussi l'éventuelle bande de vibration de la liaison CH, même si je vous rappelle que pour moi, c'est pas le truc qui me fait délirer le plus, parce que des liaisons CH dans un composé organique, il y a de grandes chances qu'il y en ait quand même assez souvent. Voilà. Tout ça a été des questions qui étaient à mon avis extrêmement accessibles, très très proches des connaissances du cours. Ensuite, on faisait intervenir le chlorure de tosyl. Bien évidemment, on obtenait un réactif dans lequel le groupement OH était remplacé par le groupement OTS. Ça, vous êtes très très nombreux à le dessiner correctement pour le composé 5. Par contre, j'ai été très étonnée de voir que pour beaucoup, vous appelez ça une protection de fonction. C'est tout le contraire, puisque c'est une activation de la réactivité de la liaison entre le carbone et l'oxygène. On rend la liaison beaucoup plus fragile puisqu'on fabrique un très bon nucléofuge stabilisé par conjugaison. Et je précise que si on m'avait donné les justifications du caractère nucléofuge par la stabilisation par forme mésomère pour TS au moins, eh bien il y avait des points bonus à récupérer. Alors il est vrai que la réaction, enfin en tout cas le mécanisme de l'action de TSCl sur un alcool est une réaction qui n'est pas au programme. Mais par contre, elle a des similitudes avec ce qui est au programme. Vous avez un nucléophile moyen, mais vous avez surtout un centre électrophile insaturé qui va appeler une addition-élimination. Surtout pas une SN. Ça, c'est la bêtise à ne pas raconter. Ça ressemble à un chlorure d'acyle. On vous disait de faire comme si c'était un chlorure d'acyle. Donc, une addition-élimination avec bien entendu l'utilisation de ET3N qui est une base faible pour éviter la formation de HCl, pour aider à la déprotonation de la dernière étape. Encore une fois, une réaction qu'on pouvait trouver facilement à partir du cours. Et puis nous arrivons comme ça à la suite, qui est une étude expérimentale dans la question 12, et l'importance de savoir comprendre quel est le rôle de chacune des étapes dans un mécanisme. Je vous rappelle que vous n'êtes pas du tout assuré d'avoir un TP à l'oral et que donc vous serez obligatoirement évalué à l'écrit sur des connaissances expérimentales. Pourquoi fait-on des lavages? Quel est le but précis d'un lavage? Tous ceux d'entre vous qui m'écrivent qu'un lavage ça sert à enlever des impuretés, ne vous fatiguez pas à écrire cette phrase-là, elle ne sert à rien, c'est du blabla. Vous devez être précis. Si je fais un lavage acide par de l'acide chlorhydrique, c'est que je cherche à éliminer une base qui pourrait être en excès. Je relis bien ce qui s'est passé dans le mécanisme et je comprends que c'est pour éliminer la triéthylamine. Lorsqu'elle est protonée, elle devient ionique, donc elle est emmenée avec la solution aqueuse de lavage. Et ainsi de suite sur chacun des lavages, soyez précis. Le lavage aux ions hydrogénocarbonate, on l'a fait plusieurs fois en TP ensemble. Vous devez savoir pourquoi. Si c'est un lavage basique, c'est qu'on a vraisemblablement une trace d'acide qui reste. Et cette trace d'acide, c'est pas compliqué de comprendre que c'est l'acide chlorhydrique utilisé 2 étapes auparavant et qui peut encore être présent. Je vous rappelle l'intérêt particulier de la base HCO3- qui a pour acide conjugué CO2 gaz, c'est-à-dire que quand vous faites cette opération de lavage, vous allez assister à une effervescence, un dégagement de CO2 gazeux, mais en plus, le fait que CO2 quitte la solution assure que cette étape est totale. Donc il faut que vous soyez précis. Bon, beaucoup d'entre vous ont quand même expliqué que MgSO4 anhydre servait à éliminer les traces d'eau. Attention au vocabulaire, c'est une étape de séchage, ce n'est pas une étape de déshydratation. Le mot déshydratation en chimie, il concerne le fait d'enlever par réaction chimique de l'eau de manière à former un alcène par exemple. Bon, ensuite, une évaporation, c'est pour éliminer le solvant, ça marche. Et puis, on vous demande quoi sert une purification. En vrai, à faire une purification, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils attendaient comme détail de plus dans cette partie-là. Cette purification, elle se fait sur une colonne de silice. Alors effectivement, une colonne de silice, c'est le même principe qu'une chromatographie, à part que ça fonctionne entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire que les luants et les produits sont introduits par le haut de la colonne et tout ça va descendre entraîné par son propre poids et par les interactions avec la phase fixe de la colonne vers le bas. Encore une fois, vous devez effectivement savoir que dans une chromato, c'est un système à 3 participants, les luants, la phase fixe et les composés.
et qu'on sait qu'il y a des interactions qui sont en compétition. C'est difficile de le rédiger, j'en ai conscience, mais votre réponse ne sera acceptable que si vous parlez du fait que 3 constituants échangent des interactions. Certaines permettent aux composés de migrer, d'autres retiennent les composés sur place. Il faut faire référence au fait que la phase fixe est toujours une phase polaire protique. Donc elle a tendance à engager des interactions fortes, notamment des liaisons hydrogènes, à condition qu'on mette en face des composés eux-mêmes polaires protiques. Donc le choix de l'éluant est absolument crucial. S'il est trop polaire protique, eh bien certes il va créer des interactions fortes avec la silice, il va donc se déplacer très facilement sur la phase fixe, donc migrer très rapidement, mais peut-être aura-t-il plus de mal à entraîner avec lui des composés. Inversement, le composé a lui aussi une certaine polarité, une certaine proticité, et donc il va être en compétition entre les interactions qu'il établit avec la phase fixe et les interactions qu'il a avec l'éluant. S'il se lie fortement à la phase fixe, il ne migre pas. S'il se lie fortement à l'éluant, il migre, mais s'il se lie trop à l'éluant, il est entraîné jusqu'en haut du système fixe et donc il n'est pas séparé. Donc il faut doser la polarité et la proticité. On l'a fait plusieurs fois, je vous laisse rédiger. Je conçois que ce soit difficile à écrire, mais ayez au moins des petites phrases évidentes de savoir repérer que la phase fixe est toujours polaire protique, que l'éluant doit avoir une polarité et une proticité qui doit être intermédiaire et détailler les interactions entre les 3 phases. Question 14, on utilisait l'IALH4. J'étais très étonnée parce que beaucoup d'entre vous ont oublié que si IALH4- est une source d'ion hydrure, c'est aussi du coup la possibilité de libérer des bases très fortes dans le milieu, un pKa de l'ordre de 40, et que donc si je m'amuse à mettre ce composé-là dans un solvant polaire protique tel que de l'eau, je me doute qu'il va y avoir des réactions qui sont violentes. Ici, on ne parlait pas de la présence d'eau, si, puisqu'on vous demandait de justifier pourquoi on utilisait un solvant anhydre, mais on vous demandait aussi de le modéliser en utilisant pour solvant du méthanol, qui est aussi un solvant polaire protique, qui donnerait donc des réactions acido-basiques violentes si je mettais LiALH4 dedans, et cette réaction c'est la destruction des ions hydrures avec la fabrication de H2 gaz. C'est dans le cours, à vous d'aller le relire. L'enchaînement des réactions qui ont lieu est ici un petit peu différent puisqu'on constate que ces ions hydrures, on ne les utilise pas en tant que réducteurs comme c'est traditionnellement le cas dans le programme, mais pour faire des SN2 de manière à finalement transformer le tosylate en un simple groupement méthyle. Ça, c'est pas classique. C'est pas une question nécessairement très facile, mais par contre, vous aviez les indices puisque vous saviez à quelle molécule vous deviez arriver. Donc, c'est à vous, au contraire, de décoder quelles étaient les étapes qu'il fallait mettre en œuvre, à savoir cette ESN2, puis une déprotection, une désacétalisation, pour faire la suite réactionnelle qui était attendue. Quand dans la question 15, on vous demande pourquoi on ne peut pas faire une estérification avec l'acide carboxylique, il fallait aller à la recherche de réactions parasites probables. Vous savez que pour faire une estérification, il vous faut une catalyse acide. Le problème de passer en milieu acide avec de l'eau, c'est que vous aviez éventuellement la possibilité de faire une hydratation sur la fonction alcène que l'on ne souhaitait pas voir réagir. Voilà, ça fait partie des questions de réflexion et d'analyse du protocole auquel il faut penser. Et cette partie organique se terminait par une question ouverte, c'est-à-dire à vous de proposer une suite réactionnelle, mais cette suite réactionnelle, elle n'était pas nécessairement très facile à mettre en œuvre parce que il y avait un grand nombre d'étapes qu'il fallait comprendre. Je vous laisse analyser les réponses que je propose dans le cadre du programme, c'est-à-dire sans utiliser par exemple 10 balles, qui aurait très bien pu nous permettre de limiter le nombre d'étapes pour faire tout ça. Voilà, n'oubliez pas que ces questions ouvertes, c'est peut-être difficile d'y répondre de manière complète, mais que tout élément de réponse est toujours valorisé. Il y avait là-dedans le fait qu'on voulait passer par un organomagnésiien et qu'il fallait détailler les différentes conditions préparatoires pour un organomagnésiien. Je ne l'ai pas mis dans le corrigé, j'estime que maintenant vous l'avez eu en X exemplaires, à vous de savoir répondre à cette question-là.